Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire de lancement du World Retail Banking Report de Capgemini. En cette année, la banque de détail est une banque qui a de gros challenges à confronter. Des challenges avec les consommateurs, des challenges avec la concurrence et des challenges avec la gestion du coût. D'où le titre de notre rapport, « Les banques intelligentes doivent faire plus avec moins ». Après la présentation des conclusions du rapport, nous aurons l'occasion de faire 2 tables rondes. La première sera avec Pierre Ruhlmann, le CEO de BNP Paribas, de la banque commerciale de BNP Paribas, qui va nous donner son point de vue de ce qui se passe au niveau de la banque en France. Et après ça, Pierre sera rejoint par Mathieu de Temenos et des experts de Capgemini pour approfondir le sujet. Et comme nous fêtons les 20 ans du rapport, il est intéressant de faire un peu un aperçu de ce qui s'est passé depuis le début du siècle dans la banque de détail. Et en fait, plusieurs éléments importants ont eu lieu. Le siècle a commencé avec l'arrivée de Facebook. Facebook, qui n'est rien qu'autre qu'un réseau social, mais surtout qui est un moyen d'avoir une alternative pour être au courant de ce qui se passe, s'éduquer et avoir d'autres points de vue. Suite à ça, l'euro est arrivé à créer un marché commun colossal. Quelques années plus tard, Apple a lancé son iPhone. L'iPhone, qui peut paraître juste un téléphone, en fait, c'est un moyen de sortir complètement du contact direct et de passer à travers son téléphone. Les années ont passé, la grande crise financière de 2008 a eu lieu et à ce moment-là, le régulateur à travers le monde a commencé à être de plus en plus contraignant pour les banques de détail. Et en continuant comme ça, on est arrivé à un élément très important qui s'appelle la PSD2 en France et qui s'appelle à travers le monde la Open Banking. La Open Banking a permis que l'information circule entre l'écosystème des banques et l'écosystème d'un nouvel écosystème qui sont les fintech. Et voilà que les fintech arrivent et modifient la façon de faire de la banque, puisque la banque devient de plus en plus digitale, de plus en plus mobile et de plus en plus personnalisée. Et en poussant comme ça petit à petit, on arrive à ce que nous vivons actuellement, où le Bitcoin est devenu une monnaie alternative, où les banques centrales veulent lancer de plus en plus de monnaies digitales. Le Covid a complètement transformé la façon de faire la relation interpersonnelle et nous arrivons à l'époque de ChatGPT. Sur les 20 dernières années, le World Retail Banking Report a repris chacun des éléments et a indiqué l'évolution de l'industrie. En plus, ce que vous voyez en haut de l'écran, nous avons aussi évalué le nombre d'agences bancaires depuis le début du siècle et aujourd'hui. Vous voyez qu'elles se réduisent. Et nous avons commencé à traquer aussi le nombre de clients qui ont leur compte dans une banque purement digitale. Et vous voyez que les chiffres augmentent. Donc clairement, la banque aujourd'hui a besoin de se transformer. Les rapports de Capgemini se basent sur quelque chose de très important qui est le point de vue du marché. Et quand nous faisons un rapport, nous parlons à 4500 consommateurs à travers le monde, nous parlons à des exécutifs dans l'industrie de la banque de détail, nous parlons aussi à des employés de la banque pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire et nous assurons que le secteur tech est pris en compte. Et non seulement nous faisons cela, mais aussi nous invitons des experts du monde entier, dont Pierre Ruhlmann avec qui nous parlerons tout à l'heure, pour leur donner leur avis de ce qui se passe dans leur marché, que ce soit en France, en Australie, au Brésil, en Angleterre, etc. Et donc, pour résumer un peu la situation du rapport actuellement, l'économie doit être relancée. Et pour cela, il faut savoir engager les clients pour pouvoir les retenir et choisir les bons clients. Il faut aussi utiliser les nouvelles techniques pour pouvoir faire cela. Et pour cela, l'intelligence artificielle est là pour accompagner cette amélioration de l'efficience et de l'expérience client. Mais pour adopter l'intelligence artificielle, il faut avoir les moyens de le faire. Il faut mettre en place les formations pour le personnel, il faut avoir les process, il faut avoir la technologie pour le faire, et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes. Et donc, commençons un peu. Quel est le contexte que nous voyons? Eh bien, nous sortons de quelques années où tout allait bien pour la banque. La rentabilité des banques fonctionnait bien, tant au niveau financier qu'au niveau engagement, qu'au niveau au quotidien. Néanmoins, les résultats ne sont pas là. La banque, au sens large, en bourse, n'a pas la cote. Et pourquoi cela? Et en fait, elle n'a pas la cote parce qu'il y a des problèmes fondamentaux dans l'organisation des banques. Il y a 3 grands challenges. Il y a le challenge du client qui veut de plus en plus qu'on l'accompagne de façon personnalisée. Il y a le challenge de la concurrence tant des banques traditionnelles, mais surtout des nouvelles banques. Et finalement, la rationalisation des coûts est un problème colossal pour les banques aujourd'hui. Rentrons un peu dans le détail
le challenge du client, le challenge de la concurrence et le challenge des coûts. Parlons un peu des clients. Et en fait, aujourd'hui, les banques ont beaucoup de clients. Mais il est essentiel à un moment donné de commencer à rationaliser la relation. Et si tous les clients sont importants, certains sont plus rentables et plus importants à engager. Et en fait, nous avons identifié 4 catégories de clients. Ceux que vous voyez en haut à droite sont les clients les plus proches de la banque, les plus rentables, les plus fidèles. Et ces banques-là, ces personnes-là ont utilisé la banque comme leur banque principale. Et pour cela, la banque se doit d'être proche de cette relation et de protéger ses clients. Les autres, les bleus, les gris, les rouges, sont des clients qui doivent être identifiés et adapter la technique à chacune d'elles, type de clientèle. Voilà pour comment gérer les clients. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, on parle de la concurrence. Et la concurrence, on a commencé à analyser un peu par rapport à les canaux digitaux par rapport aux canaux physiques. Et que voit-on? Il y a de plus en plus d'évolution, logiquement, vers les canaux digitaux de la banque. Est-ce que la banque est prête pour faire ces canaux digitaux? Et en fait, quand on a posé la question aux clients, aux consommateurs, à travers le monde et en France, êtes-vous content des canaux digitaux de la banque? Et en fait, les résultats sont là. La plupart des clients sont pas satisfaits, manquent de proximité avec leur banque d'un point de vue digital. Et du coup, aujourd'hui, le plus grand challenge pour la banque au quotidien est de pouvoir être plus proche de ses clients de façon digitale. Et puis on s'est dit, la fintech est arrivée et la fintech va disparaître. La fintech est passée par l'hiver de la fintech les dernières années puisqu'elles n'arrivaient plus à lever d'argent. Néanmoins, les chiffres montrent que les choses sont en train de s'inverser. Premièrement, en nombre de stocks, en nombre de fintech, on n'a pas beaucoup perdu. Il y a eu des consolidations, mais de nouvelles sont arrivées. Par contre, ce qui est intéressant, en termes de croissance de clientèle, elle commence à acquérir de plus en plus de clients. Et finalement, en termes de rentabilité, la rentabilité est devenue un sujet majeur pour ces banques digitales. Donc plus de clients, plus de digital et plus de rentabilité. Le challenge des néobanques est un vrai challenge pour les banques. Si en plus de ça, on prend en compte le fait que la rentabilité d'une banque est challengée par l'évolution des taux d'intérêt, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, les banques à travers le monde sont en train de rationaliser. De rationaliser les agences, de rationaliser le personnel et de rationaliser leur présence globale. Plusieurs banques ont quitté la France récemment dans cette approche et plusieurs entités ont vendu leurs banques. Et donc, clairement, aujourd'hui, tant au niveau du consommateur qu'au niveau de la concurrence, qu'au niveau des coûts même de la banque aujourd'hui au quotidien a ce challenge. Et quel est le moyen que nous avons pour pouvoir affronter ces 3 challenges? Eh bien, en fait, il faut pouvoir avoir des coûts plus faibles, avoir une productivité meilleure et avoir une digitalisation de plus en plus pointue. Et en fait, l'intelligence artificielle, à travers ces différents éléments, peut aider dans cette approche. Du coup, maintenant qu'on a établi un peu la situation, rentrons plus dans comment l'intelligence artificielle peut aider l'efficience opérationnelle et l'amélioration de l'expérience client. Si on commence un peu par dresser un peu le schéma, on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle, mais il n'y en a pas qu'une d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle existe depuis bien longtemps. Ce n'est que maintenant qu'on en parle de plus en plus avec l'intelligence artificielle générative. Pourquoi? Parce que celle-ci a maintenant démocratisé l'accès à l'intelligence artificielle et nous permet d'avoir des contacts beaucoup plus simples et une interaction beaucoup plus didactique. Et du coup, clairement, il y aura une opportunité de l'amélioration de l'efficience et de l'adoption de l'intelligence artificielle. Maintenant, si on considère où peut intervenir l'intelligence artificielle, clairement, l'intelligence artificielle peut intervenir sur toute la chaîne de valeur, depuis le back-office jusqu'au front-office. Et le grand danger est d'essayer de tout faire. Or, il est important de choisir ses batailles, surtout dans cette phase de lancement ou de démarrage de l'adoption de l'intelligence artificielle générative à l'échelle. Et du coup, nous avons créé cette matrice dans laquelle nous évaluons les priorités où il faut investir. Et en fait, elles sont nombreuses, que ce soit en back-office ou en front-office. Et nous avons identifié 3 priorités, qui sont l'automatisation de la documentation, qui sont le call center et qui sont le onboarding, l'accueil du nouveau client. Rentrons un peu dans les détails. Pourquoi
nous avons choisi ces 3 catégories. Premièrement, quand on parle de l'expérience client au sens large, aujourd'hui, les employés des banques nous disent « nous passons énormément de temps à traiter des problèmes en back-office ». Et en fait, ils n'arrivent qu'à dédier qu'1 tiers de leur temps à la relation avec le client. Et ceci pose un problème en termes de productivité, en termes d'engagement et en termes de personnalisation de l'expérience. Et du coup, si nous amenons l'intelligence artificielle et si l'intelligence artificielle prend en compte la data qui existe au sein de l'organisation, si elle prend en compte les process qui existent et les canaux qui existent, eh bien, nous allons pouvoir améliorer cette expérience client et l'intelligence artificielle peut intervenir à tous les niveaux de la chaîne de valeur, que ce soit depuis la gestion de la fraude jusqu'à, bien évidemment, l'amélioration de l'expérience au quotidien. Donc, clairement, au sens large, l'intelligence artificielle peut aider à une meilleure expérience des clients. Mais si on parle d'expérience, prenons 2 cas précis. Premièrement, prenons la première mise en contact, la première relation lorsque je dois envoyer mon information à la banque. Vous voyez ce schéma, on l'a tous souffert, où quand on ouvre son compte, à un moment donné, ça bloque. Et à un moment donné, il faut commencer à envoyer de l'information et on rentre dans ce cycle infernal d'envoyer de plus en plus d'informations. Et en faisant ça, quelle est la conséquence? Une conséquence de temps, une conséquence de coût et une conséquence de perception de l'engagement. Et en fait, compte, les responsables dans les agences ont très peu de temps pour interagir avec le client. Et donc, voilà un grand challenge que l'intelligence artificielle peut essayer d'améliorer. Comment cela? Eh bien, en ayant un moyen d'évaluer la qualité des documents qui sont envoyés, on peut automatiquement créer une meilleure relation et automatiquement pouvoir améliorer et alimenter l'onboarding de façon beaucoup plus rapide. En faisant cela, on a automatiquement une amélioration de l'expérience qui a un impact sur ma perception et ma perception est mesurée par le Net Promoter Score qui automatiquement s'améliore grâce à l'utilisation de l'humain améliorée par ou renforcée par l'intelligence artificielle. Et finalement, comme on va de moins en moins en agence, quel est le canal qui devient le plus important? Eh bien, le Customer Service. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le Customer Service? De nouveau, cliquez 1, cliquez 2, recommencer, ça coupe et on redémarre. Comment peut-on faire pour améliorer ça? Et surtout, comment peut-on faire pour améliorer tous ces KPI que vous voyez, où beaucoup d'appels la personne raccroche, la solution met beaucoup de temps à être trouvée et donc la productivité est automatiquement affectée. En mettant l'intelligence artificielle et les chatbots de plus en plus intelligents dans la chaîne de valeur, on va réussir à améliorer l'expérience client, alimenter tant le personnel que les chatbots avec de plus en plus d'informations personnalisées. Et plus l'information est personnalisée, et plus la réaction et l'interaction est de qualité et donc nous permet d'avoir une meilleure relation, un meilleur taux de réussite et automatiquement plus de sourires sur le visage de nos clients. Donc nous avons vu ici que clairement l'intelligence artificielle peut intervenir à différents moments de l'amélioration de la vie du client. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle et des avantages qu'elle a, mais est-ce que les banques sont prêtes? À travers le monde, nous avons fait un questionnaire où nous avons demandé aux banquiers, est-ce que vous êtes prêts? Non seulement demander aux banquiers, mais analyser toute la chaîne de valeur. Êtes-vous prêts technologiquement? Avez-vous la bonne data? Est-ce que votre personnel est prêt? Est-ce qu'il y a un commitment, une volonté du management? Est-ce que vous avez les budgets derrière vous? Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'en fait, très peu de banques sont prêtes à monter à l'échelle avec l'intelligence artificielle. On constate, que vous voyez en haut à droite, qu'au niveau global, il n'y a que 4% des banques qui sont prêtes à monter avec l'intelligence artificielle à l'échelle, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue humain. Et pourquoi cela? Parce que aujourd'hui, il y a des problèmes opérationnels, il y a des problèmes technologiques, il y a des problèmes de data et il y a aussi des problèmes humains. Le personnel dans les banques n'a plus peur de l'intelligence artificielle, donc il l'a adoptée. Néanmoins, il manque de formation, d'entraînement pour pouvoir le faire. Et donc, pour pouvoir aller de l'avant, il est essentiel de se mettre en marche et d'avoir une approche unifiée pour pouvoir prendre l'intelligence artificielle à l'échelle. Et pour faire cela, il faut construire une approche, en fait, mettre la cerise sur le gâteau
ne peut se faire que si le gâteau existe. Et où commence le gâteau? Eh bien, le gâteau commence à avoir un environnement de cloud, avoir accès à la bonne donnée et pouvoir commencer petit à petit à alimenter les programmes et pouvoir éduquer la machine à pouvoir réagir. Un des problèmes élevés dans les banques, c'est la qualité de la data. Ce n'est que si nous avons de la qualité de la data importante que nous pouvons éduquer les systèmes pour pouvoir bien répondre. Et tout se joue là-dedans, dans ce moment où on va pouvoir avoir l'information qu'il faut. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on peut commencer l'interaction. On peut s'assurer que le personnel est éduqué, que les talents sont en place. On peut s'assurer que la cybersécurité est protégée et que surtout, la gouvernance est en place pour le faire à l'échelle. C'est le prix à payer pour pouvoir le faire de façon considérée et de monter à l'échelle avec l'intelligence artificielle. Et du coup, pour faire cela, il est essentiel d'avoir de la data de qualité. Ça fait des années que vous entendez parler de « il est essentiel de regrouper la data ». Soyons réalistes, on ne va pas y arriver. Chacun va vouloir garder sa data. Ce n'est pas grave. Il est essentiel maintenant de penser autrement, penser la data comme un produit et non pas comme un bien commun. Chacun a son produit. Et penser un peu à la data comme les États fédéraux de la data. Pour donner un exemple, aux États-Unis, c'est un pays fédéral. Tous les États ont leurs lois spécifiques. C'est comme si chacun de ces blocs était une catégorie de data ou un État, mais tous parlent la même langue, utilisent la même monnaie, conduisent de la même façon et ont les critères. Et donc, c'est une approche de gouvernance fédérative. Telle façon que lorsque chacun de nous a besoin d'accéder à la data, eh bien, elle se fait de façon facile. Il est essentiel d'avoir de la data en quantité et en qualité pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle à l'échelle. Deuxième point important, pour pouvoir monter à l'échelle, il faut avoir les outils pour le faire. Et en fait, les outils, c'est les fameux LLM. Mais les LLM coûtent cher, sont lents et ont besoin de le faire de façon progressive. Donc, n'investissez pas, ne surinvestissez pas trop tôt. Commencez par une première étape d'acheter des plateformes qui existent pour adapter, pour comprendre, pour commencer à découvrir les solutions et faites des MVP, des Minimal Viable Products pour commencer à lancer le programme. Ce n'est qu'après que vous allez pouvoir commencer à utiliser des partenariats puisque votre personnel, vos outils, votre data commencent à être en phase et donc commencer à faire des partenariats et commencer à augmenter la personnalisation. Et finalement, si vous êtes au point, il est temps, après ça, de commencer à investir de façon massive en construisant vos propres LLM. Mais allez-y progressivement. Il faut commencer petit pour pouvoir arriver au bout. Et finalement, il est essentiel, lorsque nous faisons des programmes avec l'intelligence artificielle, de se donner les moyens d'évaluer de quoi il s'agit. Et nous avons un problème que nous sommes en train de constater, c'est cette erreur silencieuse qui est en train d'avoir lieu, ou le failure, silent failure, où les échecs sont passés sous le tapis. Il est essentiel de se doter d'une gouvernance, d'un observatoire pour évaluer l'évolution de l'intelligence artificielle, choisir les bons pilotes, évaluer les bons indicateurs de performance, éliminer ceux qui ne l'ont pas fait et garder les autres. Et pour faire cela, il faut, pour pouvoir construire cette expérience complètement dans l'intelligence artificielle, et pour résumer, il est essentiel d'avoir un environnement de cloud, il est essentiel d'avoir la bonne data, il est essentiel d'avoir aussi les piliers, à savoir vos talents qui soient préparés, à savoir l'observatoire de l'intelligence artificielle, à savoir la partie gouvernance et la protection, et avec tout ça, vous créez le cœur du réacteur. Et si vous avez la bonne base, si vous avez les bons piliers, vous pouvez maintenant construire l'intelligence artificielle à l'échelle et avec ça, l'utiliser sur tout le long de l'expérience client. Et en conclusion, pour résumer notre rapport, aujourd'hui, pour maintenir l'évolution de la banque et la rentabilité de la banque et le bon engagement client, il est essentiel de bien connaître ses clients et savoir ce qui est important pour chacun d'eux. Il est essentiel d'avoir les outils pour pouvoir travailler sur l'efficience opérationnelle, mais aussi sur l'expérience client. Et finalement, il est important d'avoir les outils pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir considérer une innovation à l'échelle et une utilisation de l'intelligence artificielle à l'échelle. Merci pour votre temps. Et maintenant,
Nous avons l'occasion d'avoir Pierre Ruhlmann de BNP Paribas qui est avec nous aujourd'hui et je laisse la parole à Christelle qui va lui poser quelques questions. Bonjour Pierre. Bonjour Christelle. Je suis ravie de vous accueillir parmi nous aujourd'hui chez Capgemini. Merci. Vous êtes le CEO de la banque commerciale en France de BNP Paribas et vous avez participé à la rédaction du World Retail Banking Report lancé en mars. Oui, exactement. Les banques de détail luttent aujourd'hui contre des vents contraires liés aux attentes clients, au contexte régulatoire et à la maîtrise des coûts. Dans un contexte économique incertain, générer du revenu et être efficace est devenu crucial. La 20e édition du World Retail Banking Report, lancée en mars, propose des solutions stratégiques innovantes pour faire plus avec moins afin de relever ces défis. Notamment une approche d'entreprise de l'intelligence artificielle construite autour d'une prise de décision basée sur des données pour permettre à ces banques intelligentes, notamment de automatiser des tâches répétitives afin de libérer les équipes pour des tâches plus stratégiques, analyser une quantité massive de données afin de prendre les meilleures décisions dans des domaines tels que le marketing ou la gestion des risques, ou bien encore automatiser les reportings et la surveillance réglementaire pour se conformer plus rapidement à des réglementations de plus en plus complexes. Je vous propose, Pierre, de démarrer par une de vos citations, justement dans ce rapport, qui est la suivante. L'objectif principal des banques de détail continuera de tourner autour du coût d'exploitation et de l'amélioration de l'excellence du parcours client. Ce qui changera la donne sera l'intelligence artificielle qui constituera un outil crucial pour atteindre ces priorités. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage et comment l'IA peut être exploitée efficacement, peut-être en nous donnant quelques exemples au sein de BNP Paribas? Alors oui, bien sûr Christelle. D'abord peut-être commencer par un point très évident qui est que ça n'est en fait l'intelligence artificielle dans le groupe BNP Paribas notamment, ça n'est pas nouveau. C'était un élément clé du plan stratégique qui a démarré en 2022 et qui va se poursuivre en 2025 et qui disait nous devons développer 1000 cas d'usage à l'horizon 2025 pour le groupe. Et on en est aujourd'hui à peu près à 750, donc on est dans notre feuille de route. Et pour la banque commerciale en France, on avait dit représente à peu près 15%, donc on doit délivrer 150 cas d'usage. On en est à peu près à la moitié, donc on est juste dans le rythme, mais il faudra probablement accélérer. Après, pour répondre plus précisément à votre question, alors bien évidemment, c'est un sujet d'efficacité opérationnelle, on peut y revenir, mais dans ce que j'ai cité et vous m'avez repris, un des mots très importants, c'est le sujet des parcours clients. Un de nos objectifs principaux, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer nos parcours clients. Et dans les parcours clients, il y a bien deux composantes. Il y a la composante de la satisfaction client, bien sûr, c'est à peu près évident, mais il y a aussi le sujet de l'engagement des collaborateurs et de la satisfaction des collaborateurs. On pense très sincèrement à ce qu'il doit y avoir une symétrie des intentions entre la manière dont on sert nos clients et la manière dont nos collaborateurs s'engagent, et on est totalement convaincu que l'intelligence artificielle va servir ce double objectif et servira bien sûr ensuite l'objectif d'efficacité opérationnelle. Vous m'avez demandé des exemples. On peut prendre l'exemple sur la gestion des réclamations. On a mis en place un modèle assez simple qui interprète les réclamations de nos clients écrites et qui permet de les analyser et de proposer aux gestionnaires, aux conseillers qui sont très spécialisés dans les réponses, de proposer une trame de réponse, d'analyser la réclamation et de proposer une trame de réponse en fonction des réclamations qui sont posées. C'est des taux de fiabilité qui tournent autour de 95%. On voit bien là, c'est un exemple très emblématique de ce que je viens de vous dire, on va plus vite dans le traitement des réclamations, on est probablement plus pertinent dans le traitement de la réclamation et en fait on aide le collaborateur qui est en charge de ça, de se concentrer sur un peu plus de valeur ajoutée dans sa réponse. Donc ça c'est un premier exemple. Le deuxième sujet sur lequel je veux insister, c'est la maîtrise du risque.
Bien évidemment, vous l'avez cité au travers de la réglementation, par exemple, mais on est très attentif à faire baisser nos niveaux de fraude, par exemple. Et on a travaillé sur un cas d'usage, là encore basé sur des modèles de score, qui ont rempli leur objectif sur la fraude chèque. Je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. On a divisé par 2 en l'espace de 18 mois la fraude sur nos chèques en analysant mieux le comportement de nos clients. Et puis il y a un troisième point qui est extrêmement important. Je reviens un peu sur les collaborateurs. Il y a un enjeu d'attractivité très fort pour le groupe BNP Paribas et pour la banque commerciale en France en particulier, d'attractivité de nouveaux profils pour nous aider à continuer de progresser dans le développement de ces cas d'usage. Les data scientists notamment, mais d'autres métiers sont en train d'apparaître. Et puis c'est aussi un élément d'engagement et de fierté pour l'ensemble des collaborateurs du groupe, de se dire que le groupe BNP Paribas, c'est aussi une entreprise technologique qui propose le meilleur, là encore, pour ses clients et ses collaborateurs. Donc ce sujet d'attractivité, il est majeur pour nous au travers de ce qu'on fait sur l'intelligence artificielle. Ensuite, dans le rapport, vous avez partagé votre point de vue sur l'approche que les banques devraient prendre en compte lorsque l'entreprise se lance dans l'élaboration de sa stratégie GenAI. Et qu'il faut trouver le juste curseur finalement entre l'investissement et le résultat attendu, et notamment aussi par rapport au niveau de la maturité de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, on observe qu'avec le rythme s'accélère sur l'innovation qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous mettez en place auprès de vos employés pour qu'ils soient au rendez-vous, qu'ils s'approprient ces innovations afin d'offrir la meilleure expérience client? Alors là aussi, je vais remettre quelques éléments de contexte pour répondre précisément à votre question, Christelle. Le premier élément, comme je l'ai dit, ça n'est pas nouveau. Donc, on poursuit cette courbe d'apprentissage sur l'intelligence artificielle et pas seulement l'intelligence artificielle générative, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on faisait avant sur lesquelles on doit s'améliorer, notamment sur les scores et notamment sur le machine learning. Pour maîtriser nos risques et nos coûts, déjà, c'était une partie de votre question, c'est comment on va mieux déployer et de manière mutualisée à l'intérieur du groupe BNP Paribas nos infrastructures et aussi les modèles de langage que nous devrons utiliser pour cette intelligence artificielle générative. C'est des choix que nous sommes en train de faire. Ils peuvent être extrêmement coûteux et il faudra être précautionneux de cela. On est en train de choisir, on n'a pas encore choisi. On choisira probablement des modèles open, et qu'on viendra adapter et installer sur nos infrastructures. Le deuxième sujet, c'est un sujet d'organisation. Il y a les infrastructures et puis il y a la manière dont on va développer, on est en train de développer ces cas d'usage. Il y a un point qui est totalement crucial à mes yeux, et c'était une très très forte conviction, c'est qu'on est en train de passer dans un monde qui doit être beaucoup plus industriel. Le BNP Paribas, ça sert en France, dans la banque commerciale, des millions de clients. Et donc, ces modèles, on les a vus tourner sur des PC. Il y a eu l'effet waouh, ce qui était formidable. Il faut que ça serve les parcours clients, là, de nouveau. Donc, il faut que ça serve des millions d'opportunités et des millions d'occurrences qui vont arriver. Et donc, l'organisation, c'est de créer une IA Factory avec ces compétences dont je viens de parler tout à l'heure, et notamment ces data scientists, qu'on est venu positionner. C'est un choix un peu différent que d'autres peuvent faire. C'est positionner cette IA Factory à l'informatique, justement pour que cette dimension industrielle soit vraiment très présente et chevillée au corps de ceux qui vont développer et mettre en œuvre technologiquement ces solutions. Et en appui de cette IA Factory, on a maintenu quand même un centre d'expertise qui est plutôt là et qui a différentes responsabilités, mais une responsabilité sur laquelle je veux insister, c'est la valeur. Et là encore, on parle de coûts, on parle de rentabilité, on parle d'améliorer le coefficient d'exploitation. Pour le moment, dans notre phase d'apprentissage, il y a beaucoup de cas d'usage. On doit se concentrer d'abord sur ceux qui sont relativement faciles à mettre en œuvre et qui rapportent rapidement de la valeur. Et donc, on a un centre d'expertise qui est notamment là pour ça. Pour répondre ensuite et enfin à votre question sur qu'est-ce qu'on met en place auprès des collaborateurs, bien évidemment, il y a la formation, il y a de l'acculturation pour mieux comprendre. On aura bien sûr très rapidement à terme la manière de prompter une intelligence artificielle générative.
Le point sur lequel j'insiste beaucoup aussi, au-delà de ces formations et de cette compréhension de l'intelligence artificielle, on est dans un paradigme un peu nouveau vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est que l'informatique, elle était un peu binaire, elle disait un peu toujours oui et la vérité. C'est 0 ou 1, et on ne demandait pas aux collaborateurs de se positionner par rapport à ce que disait l'informatique. Sur l'intelligence artificielle générative, il va falloir se poser la question. Elle sera très souvent fiable, et elle sera de plus en plus fiable, mais il faudra quand même conserver son esprit critique par rapport à la réponse que va proposer l'intelligence artificielle générative. Et donc, il faut développer cet esprit critique au sein de nos collaborateurs, au sein des conseillers, qui vont avoir ces propositions de réponse, qui vont les aider, mais sur lesquels ils devront garder cet esprit un peu de contradiction, qui est assez français par ailleurs, donc ça peut être utile pour dire, tiens, est-ce que je peux vraiment proposer cela à mon client en fonction d'un contexte plus global que l'intelligence artificielle ne maîtrise pas vraiment? Voilà comment on voudrait accompagner nos collaborateurs. Un point positif, c'est que les collaborateurs sont davantage demandeurs aujourd'hui. Là où il y a quelques années, il y avait une petite crainte peut-être sur le sujet d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, dans le World Retail Banking Report, on cite effectivement un pourcentage assez important de personnes qui sont demandeuses d'être formées justement sur ces outils-là, donc ça va complètement dans votre sens. Exactement. Très bien. Il existe encore malgré tout quelques préoccupations sur l'utilisation éthique et impartiale de l'intelligence artificielle. D'après vous, comment les banques peuvent renforcer la confiance dans l'intelligence artificielle? C'est une question, c'est peut-être la question la plus critique et la plus cruciale. La relation de confiance que nous avons avec nos clients, que nous devons entretenir, c'est, j'ai l'habitude de dire que c'est le premier asset, c'est le premier actif de la banque. Le jour où on perd la confiance de nos clients, c'est la banque qui disparaît. C'est pas seulement le service, c'est l'ensemble. Pour maintenir et garantir cette confiance, il y a plusieurs éléments au-delà de l'éthique. Le premier élément, et il faut se le rappeler, l'intelligence artificielle, elle s'appuiera sur la manipulation des données. Et donc, il faut garantir à la fois la bonne fiabilité des données que nous possédons vis-à-vis de nos clients, mais aussi leur sécurité. Et donc, l'endroit et la maîtrise de ces environnements technologiques dans lesquels nous allons positionner ces intelligences artificielles et les données auxquelles elles auront accès est absolument crucial. C'est un enjeu considérable pour le secteur financier, pour le groupe BNP Paribas notamment. Et donc, bien évidemment, quand je dis ça, l'utilisation de cloud public ou l'utilisation de ChatGPT, par exemple, ne peut pas répondre à cette problématique. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement clair et extrêmement vigilant là-dessus. Le deuxième point, c'est tout simplement la réglementation. Il y a l'IA Act qui arrive, qui nous oblige à avoir une vision très exhaustive avec les bons niveaux de risque de l'ensemble des cas d'usage et de modèles d'intelligence artificielle que nous allons utiliser. On peut se dire en interne que c'est une contrainte. Moi, je pense que c'est une formidable opportunité, là encore, pour garantir le fait que nous allons utiliser et mettre en face de nos clients et en face de nos collaborateurs ces intelligences de manière éthique, responsable et surtout avec la bonne conscience. Il ne faudrait pas que nos clients ne se rendent pas compte qu'il y a un traitement, une intelligence artificielle derrière ou quelque chose qui lui permette là aussi de correctement se positionner. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame là-dessus. Et donc la réglementation va nous aider, elle va être quelque part contraignante, mais elle doit renforcer ce sentiment de confiance que les clients doivent avoir vis-à-vis de nous. Puis après, il y a une troisième chose, j'ai parlé de formation tout à l'heure, ou d'organisation, je ne rentre pas dans le détail parce qu'on n'aurait pas le temps, mais il y a de nouvelles fonctions de risk officer autour de l'intelligence artificielle qu'on est en train de mettre en place au sein du groupe et à la Banque commerciale en France en particulier. Ça, c'est un premier point pour bien comprendre le niveau de risque que nous prenons, qui sont de nouveaux risques. Il y avait eu des risques de crédit il y a très longtemps, on a des risques opérationnels, et j'ai parlé des risques de fraude tout à l'heure. Ces risques autour de l'intelligence artificielle sont en train d'arriver. Ça, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'il faut qu'on soit très attentif au développement des modèles et à l'accompagnement de nos data scientists, justement sur cette utilisation éthique. La connexion entre le monde bancaire, cette connaissance très technologique et quasi mathématique, ne doit pas faire oublier que ces populations-là doivent aussi prendre conscience qu'elles ont un rôle clé sur l'éthique.
Donc voilà une forme d'accompagnement là aussi et de modification de l'organisation ou d'adaptation de l'organisation, je devrais dire, nous allons mettre en place pour respecter et garantir ce bon niveau de confiance vis-à-vis de nos clients. Merci. Merci beaucoup, Christelle. Merci d'être venu partager avec nous les conclusions du rapport et j'espère à très bientôt. Merci encore. Bonjour à tous, je suis Stéphane Dalifard, je suis vice-président chez Capgemini Invent, en charge du secteur bancaire, et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette table ronde consacrée aux principaux enseignements du dernier rapport mondial de Capgemini dédié à la banque de détail. Donc c'est le 20e et le 20e rapport mondial de la banque de détail de Capgemini souligne plusieurs défis majeurs pour les banques. Bon, tout d'abord, des clients qui sont toujours très exigeants et en particulier en termes de services digitaux. Deuxièmement, une concurrence toujours forte entre les banques et en particulier avec les néobanques. Et troisièmement, un élément assez nouveau, une augmentation assez sensible des coûts d'exploitation et en raison notamment de la hausse durable des taux. Donc je me tourne vers Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Vous êtes COO de la banque commerciale en France chez BNP Paribas. Est-ce que vous partagez ces constats du rapport mondial et chez BNP Paribas, comment y répondez-vous ? Alors oui, bonjour Stéphane. Effectivement, on les partage. Je vais pas rentrer dans le détail. Vous les avez bien synthétisés. Je voudrais le voir sur un prisme un tout petit peu différent. Il y a le premier prisme que vous avez largement évoqué, qui est le prisme de la rentabilité. Il est absolument évident qu'on doit continuer de progresser, de s'améliorer sur ce sujet de la rentabilité, notamment dans la banque de particuliers. La banque corporate, la banque privée, ça se passe raisonnablement bien, on doit continuer de progresser, mais le vrai sujet, et notamment en France, et pas seulement chez BNP Paribas, je pense que pour le secteur bancaire d'une manière générale, il y a un enjeu majeur d'améliorer la rentabilité. Et donc clairement, l'intelligence artificielle, le développement des technologies, la poursuite de la digitalisation de nos parcours sera un enjeu clé. Mais le deuxième point que je veux évoquer, et qui est au moins tout aussi important, c'est le sujet de l'attractivité, de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs. On pense qu'on sera gagnant et on doit être gagnant si on a cette symétrie des attentions entre le meilleur service que nous devons apporter à nos clients et en même temps répondre à l'aspiration de nos collaborateurs pour qu'ils restent totalement engagés et satisfaits. Et donc cette vision qui est de travailler sur nos parcours clients, chercher à les améliorer avec cette double attention, cette double vision sera absolument clé. Ça permettra de servir un certain nombre de points, bien évidemment améliorer la relation avec nos clients, servir nos clients sur les sujets de finances durables, c'est absolument clé et maintenant et dans les prochaines années. On doit continuer d'améliorer notre offre de produits et services, mais dans une logique de personnalisation, d'ultra-personnalisation. Là encore, la technologie doit nous aider. Et je le redis encore, BNP Paribas, la banque commerciale en France, c'est un métier de service, mais c'est un métier qui devient aussi de plus en plus technologique. Et donc le sujet de l'attractivité de ces profils sera clé pour les prochaines années. Merci Pierre. Alors vous avez utilisé pas mal de fois le mot technologie, le mot intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus et nous dire, est-ce que effectivement ces technologies sont des leviers pour atteindre les défis qu'on a évoqués tout à l'heure, notamment vous parlez de la rentabilité, et de rentrer un peu plus dans le détail de comment vous exploitez ces technologies et ces différentes en tant que levier? Comme je viens de le dire, BNP Paribas devient de plus en plus une entreprise technologique. Elle est d'abord une banque, elle sert ses clients en matière de services financiers, mais la technologie devient un levier absolument essentiel pour continuer de progresser. Et donc le premier message, c'est que ce n'est pas nouveau en fait. On a travaillé à la digitalisation de la relation client, on a travaillé à la dématérialisation de nos process de bout en bout, on a travaillé à la robotisation et à l'automatisation de nos activités. On a travaillé même pour la banque commerciale en France, un enjeu très important qui était la mise en place d'un socle pour mieux travailler l'interaction avec nos clients sur la voix, sur le mail, sur la visio, pour pouvoir ensuite mieux intégrer ces niveaux de service.
Et maintenant, l'intelligence artificielle, elle vient en support, en soutien de tout ce que je viens de dire, et peut-être d'autres choses aussi, pour continuer d'améliorer notre trajectoire sur les différents éléments. C'est à la fois très nouveau, et en même temps, c'est une certaine forme de continuité. Merci, je crois qu'on reviendra sur pas mal de cas d'usage autour de l'intelligence artificielle. Je me tourne vers Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc vous êtes vice-président Customer Strategy chez Temenos. Et je vous pose finalement un peu la même question qu'à Pierre. Quel levier vous voyez avec les innovations technologiques aujourd'hui pour les banques de détail et pour qu'elles atteignent leurs objectifs, notamment d'amélioration de la rentabilité? Alors, je vais en citer deux, le cloud et la data. Donc, tout d'abord, le cloud, que je ne qualifierais pas de technologie du futur, mais vraiment de technologie du présent. Et en tant que Temenos, nous recevons beaucoup de RFP et RFP, de clients et de prospects. Et chaque RFP contient des éléments de cloud qui sont très importants. Et même dans les régions où le cloud, l'adoption du cloud n'est pas forcément évidente, les applications qu'on nous demande doivent être cloud compatible. Mais je vais vraiment me concentrer sur la partie données et je pense qu'on est à un moment assez pivotal dans l'industrie bancaire. Ce que nous avons vu en termes de tendance, c'est de 2010 jusqu'au Covid à peu près, le focus était sur les néobanques et la digitalisation. Et donc, les drivers de cette tendance étaient le cloud, l'expérience utilisateur et un très bon time to market. Là, nous changeons un petit peu et le focus est sur la customer centricity. Et donc, les drivers qui vont avec sont le cross-sell, la customer attrition. Et donc, pour améliorer ces drivers, les banques doivent utiliser leurs données au mieux pour être encore plus performantes. Merci Mathieu. Je me tourne vers Mathilde. Donc Mathilde, vous faites partie du centre d'excellence mondiale de Capgemini dédié à l'intelligence artificielle. Alors on a déjà quand même pas mal évoqué ces sujets d'intelligence artificielle avec Mathieu et Pierre. Je crois que le rapport montre quelques cas d'usage intéressants et on voulait là, lors de cette table ronde, déjà citer l'exemple des centres utilisateurs ou des call centers comme on dit, où on voit déjà aujourd'hui et on verra demain beaucoup d'usages et de valeurs ajoutées liées à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, merci Stéphane. C'est vrai que l'intelligence, l'IA générative est un formidable vecteur pour réinventer les centres d'appel. Il y a des opportunités à des horizons de temps différents et je vais d'abord aborder ceux à court terme. À court terme, on voit deux principales opportunités d'utilisation d'IA générative. La première, c'est d'équiper les agents des centres d'appel avec des assistants, des solutions type Microsoft Copilot, à des fins d'amélioration d'efficacité et d'amélioration de la qualité des réponses apportées aux clients. La deuxième principale opportunité, c'est de manipuler des large language models en les intégrant à des processus. Il y a deux cas d'usage un petit peu évidents. Le premier, c'est l'amélioration du routage des appels. Le deuxième, c'est l'amélioration de ce qu'on appelle les sentiment analysis pour mieux qualifier les intentions. Ces opportunités, elles sont à des horizons temps très court terme. Si on se projette un peu plus dans le futur, on a la possibilité de dessiner et de construire des centres d'appel qui pourraient être 100% GenAI-centriques. À ce moment-là, on intégrerait des digital employees, donc des avatars capables de construire des relations avec les clients. Dans ce cas-là, se pose la question du rôle de la technologie et de l'humain que l'on veut dans les centres d'appel de demain. Merci Mathilde. Alors Pierre, on est dans le thème de l'intelligence artificielle. Vous avez évoqué aussi tout à l'heure tous les travaux que vous aviez déjà engagés chez BNP Paribas sur l'automatisation des parcours clients ou des processus. Intelligence artificielle, je pense que vous le faites depuis longtemps, mais là on parle beaucoup aussi du boom de l'intelligence artificielle générative. Est-ce que chez BNP Paribas, dans vos expériences, vous avez des exemples concrets? Qu'est-ce que vous faites chez BNP Paribas pour justement accélérer cette automatisation des processus grâce à l'IA générative? Alors en termes d'IA générative, on progresse et en même temps, comme on l'a toujours fait dans le groupe BNP Paribas, avec prudence, parce que il faut d'abord être très conscient qu'on doit travailler dans des environnements extrêmement sécurisés, notamment dans le cadre de la gestion de la donnée de nos clients. C'est absolument clé. Puis il y a un deuxième sujet qui est extrêmement important, c'est que
il faut qu'on obtienne le consentement éclairé, c'est pas le consentement technique, mais le consentement éclairé de nos clients quand nous utilisons ce type d'intelligence artificielle générative. C'est absolument clé pour nous. Donc on avance et on progresse, mais on doit le faire progressivement et probablement de manière itérative. Donc les premiers cas d'usage que nous regardons, ils sont d'abord internes, en soutien de nos collaborateurs. L'exemple que Mathilde a donné à l'instant sur les centres d'appel est évident. Hein, c'est comment on vient en soutien des conseillers qui apportent des réponses à nos clients pour les aider dans leurs réponses, pour les aider dans leur pitch, pour même faire de la réécoute et les aider pour continuer de s'améliorer. On a des solutions qui commencent à être mises en œuvre sur ces sujets-là et qui visent à utiliser l'intelligence artificielle générative. Un deuxième cas d'usage qui est très évident, nous avions des solutions qui permettaient à nos conseillers en agence notamment, mais un peu partout, de pouvoir obtenir des réponses sur des sujets de process, sur des sujets liés à une manipulation particulière vis-à-vis d'un client. C'était un peu notre Google interne à nous. Ben, ce Google, il doit répondre maintenant de manière plus en langage naturel, en quasi-langage naturel, avec ces solutions d'intelligence artificielle générative. Ça marche bien, mais là encore, on s'aperçoit que le sujet de la donnée est clé. Et là, c'est pas un sujet de confidentialité, c'est un sujet de fiabilité et de cohérence de la donnée que l'on fournit à ces intelligences artificielles génératives pour qu'elles proposent la meilleure réponse. Donc oui, on progresse. Oui, ça va améliorer l'efficacité. Oui, ça va probablement dégager un peu les collaborateurs en termes de charge mentale. Mais on le fait assez progressivement compte tenu des éléments que je viens d'évoquer. Merci Pierre. Donc je me retourne vers Mathilde maintenant. Le rapport de Capgemini pointait aussi à un autre endroit, si je puis dire, où l'intelligence artificielle générative pouvait apporter beaucoup. C'était tout le thème de la gestion documentaire. Bien sûr, avec plaisir. Merci Stéphane. C'est vrai que c'est un des premiers cas sur lesquels on a travaillé et qu'on a vu apparaître au sein des institutions financières. C'est ce que j'appellerais un quick win, un cas qui se prête particulièrement bien à l'utilisation de l'IA générative dans ce que l'IA générative peut apporter, à savoir l'analyse de données et de bases documentaires extrêmement larges avec des capacités de synthèse et de restitution dans des interfaces conversationnelles. À chaque fois qu'on a travaillé sur ces cas, ça a soulevé 3 difficultés qui ont été des opportunités de progresser. La première, c'est qu'on s'est intéressé au processus métier. Ça nous a obligés à revoir les processus métiers et à les streamliner. Le deuxième point, c'est que ça nous a obligés à revoir les approches de gestion des bases documentaires et les approches traditionnelles de knowledge management. Et enfin, on a été confrontés un problème significatif pour les institutions financières, à savoir une qualité de données pas toujours au niveau de celui qu'on espère pour obtenir tous les bénéfices de l'IA générative. Merci Mathilde. Alors Mathieu, tout à l'heure vous avez parlé de cloud. Aujourd'hui on voit bien, et dans les échanges qu'on a là, les cas d'usage que l'on imagine autour de l'intelligence artificielle, mais on constate et on sait que cette intelligence artificielle nécessite une infrastructure de données, des clouds robustes et aussi des accès à des grands modèles de langage, ce qu'on appelle dans le jargon les LLM. Quels sont les obstacles les plus importants auxquels les banques sont confrontées et quelle stratégie suggérez-vous d'employer pour surmonter ces défis? Alors, je vais mettre en valeur une stratégie en 3 points. Tout d'abord, il faut des fondations technologiques assez solides, notamment des API et des forts niveaux de STP. Les 3 points que je veux mettre en valeur, on va commencer par le back-office. Il faut des faibles niveaux de data redundancy, à savoir qu'il faut une golden copy des données, avec des modèles de traçabilité, de qualité de données et de metadata management. Ça permet d'avoir des données de qualité en back-office. Ensuite, il y a l'intégration des analytics, du back-office jusqu'au front-office. Et il faut que ces analytics soient faciles à utiliser pour les utilisateurs, pour vraiment que les utilisateurs puissent les utiliser facilement. Et le dernier point, c'est, je dirais, changer la culture pour que les utilisateurs aient l'habitude de les utiliser et de prendre des décisions qui soient basées sur des données.
Merci. Alors, j'ai une question pour vous trois. Donc, on va démarrer avec Pierre. On a parlé LLM. On comprend bien que l'accès au LLM est essentiel pour tirer profit et tirer parti de l'IA générative. On voit aujourd'hui différentes approches dans les banques, soit de la création de modèles internes, soit des partenariats avec des fournisseurs externes. Chez BNP Paribas, quels sont vos choix? Où vous en êtes? Alors la stratégie, elle est en cours d'établissement. Il est plus que probable qu'on s'oriente sur des modèles open source, mais qui seront utilisés en interne, notamment pour des questions de souveraineté. Les choix, ils sont en train d'être faits, mais il est plus que probable qu'on s'oriente vers ce type d'architecture pour les modèles LLM. Maintenant, pour bien choisir, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le sujet, pas seulement du coût, mais c'est le sujet des infrastructures qui doivent être utilisées derrière pour utiliser ces modèles LLM et les cas d'usage. Il y aura un sujet de GPU, et on voit bien que c'est un sujet très évident de coût, de disponibilité et de mise en œuvre. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi très consommateur en électricité, et donc l'impact environnemental, il est absolument clé. Et donc la manière dont on va utiliser ces LLM et les LLM qui seront peut-être les plus efficients de ce domaine-là seront regardés aussi sous cet angle-là. Il faut pas l'oublier. L'autre sujet, on a parlé des infrastructures et notamment de la protection des données. Il y a les données les plus critiques en matière de confidentialité de données sur lesquelles on ne fera aucun arbitrage possible. On doit travailler sur la catégorisation de nos données en matière de confidentialité. Peut-être que sur des données moins critiques, et on peut reparler de l'utilisation de copilotes, l'utilisation d'environnements tiers est en train d'être regardée aussi pour des données qui seront peut-être un tout petit peu moins sensibles et donc faciliter l'utilisation d'outils comme copilote. Merci beaucoup. Mathieu, Temenos, vous avez beaucoup de clients bancaires. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme éclairage sur ces différentes stratégies, LLM, internes, externes, modèles? Ouais. Alors, on est vraiment au début du cycle sur la partie GenAI et les banques se posent des questions de quel est le cas métier qui va être adressé. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une phase de découverte et on est vraiment aussi dans une phase où le thought leadership compte pour beaucoup. Quels sont les modèles de GenAI? Quel est l'impact écologique? Donc, on est vraiment au début de ces discussions. Et il y a vraiment plusieurs points qui vont faire les succès du GenAI. Ça va être la facilité d'intégration sur la technologie existante. Comment est-ce que les besoins métiers sont adressés? Mais aussi la transparence de ces modèles et la compliance. OK. Et Mathilde, un avis, un mot? Centre de compétences mondiales. Je voulais peut-être revenir sur l'aspect écologique qui a été mentionné. C'est vrai que les large language models sont extrêmement consommateurs d'énergie, à la fois dans leur phase d'entraînement, mais aussi d'utilisation. Je pense que c'est notre responsabilité de systématiquement se poser la question de est-ce que l'IA générative est nécessaire dans l'amélioration d'un processus versus une IA traditionnelle qui peut être parfois moins consommatrice, et puis d'aller vers des modèles qui sont peut-être moins consommateurs, avec un nombre de paramètres optimisés, des modèles un peu plus petits, et puis utiliser des modèles qui sont existants sur le marché, et ne pas forcément rentrer dans la course au développement des modèles. Merci. J'ai une dernière question. Il y a aussi les enjeux d'éthique. On a parlé aussi de biais cognitifs, potentiellement d'hallucinations. Encore une fois, Mathieu, Temenos, vous travaillez pour beaucoup de banques. Comment les banques travaillent-elles? Quelle vision vous avez de la prise en compte de ces sujets-là? Chez Temenos, on travaille avec à peu près 3000 banques globalement. Et l'intelligence artificielle doit être responsable parce qu'elle peut être opaque. Et donc, vous avez parlé du concept d'hallucination où la GenAI peut donner une réponse sans forcément avoir de source. Et donc, l'explicabilité de ces modèles va être vraiment très importante. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup raconter, c'est l'intelligence artificielle de Netflix qui vous propose un film. C'est pas très grave si elle est opaque parce que le résultat, c'est juste la suggestion d'un film. Par contre, côté client, si on vous propose un prêt immobilier mais qu'il est rejeté par l'intelligence artificielle, les conséquences côté client sont quand même beaucoup plus élevées. Et donc, il y a vraiment cet angle de
de transparence vis-à-vis du client, mais aussi vis-à-vis des régulateurs. Et donc, c'est très important. Donc, typiquement, chez nous, Temenos, nous avons des modèles de XAI qui sont aussi utilisés en parallèle avec des modèles de GenAI pour avoir la transparence de l'AI avec la puissance de GenAI. Merci Mathieu. Je crois qu'on arrive au bout de cette table ronde. Un grand merci à tous les trois. Je pense qu'on est encore qu'au début de l'histoire. Peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine au même endroit pour faire un nouveau point sur l'usage de l'intelligence artificielle au service des banques de détail. Encore merci et merci à tous. Merci d'être resté avec nous et merci à tous les intervenants qui ont tous, chacun d'eux, donné un angle différent sur l'évolution de la banque de détail. Et en fait, le titre de ce rapport montre bien de quoi il s'agit. Les banques intelligentes doivent faire plus avec moins. Plus, pourquoi ? Parce que le consommateur demande de plus en plus. Le consommateur a besoin d'une expérience parfaite, et a besoin d'une expérience personnalisée, a besoin d'une expérience digitale et physique. Et moins, parce que la banque a des coûts élevés, donc elle doit rationaliser ses coûts. Elle rationalise ses coûts aussi en réduisant ses agences. Elle a des talents qu'il faut qu'elle développe. Et donc tout cela fait qu'elle a de moins en moins de moyens qu'elle doit pour faire de plus en plus. Voilà. Merci pour votre temps. En espérant que vous avez appris avec nous pour le World Retail Banking Report 2024.